Tales from the Dice, le podcast du jeu de rôle. Eh bien écoute, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tales from the Dice, le troisième volet de notre série de podcasts liés au jeu de rôle. Déjà le troisième, il va falloir que j'arrête de compter à chaque fois qu'on commence parce que sinon on va croire genre qu'il y a un nombre limité d'épisodes alors que pas du tout. Tant qu'on aura l'énergie, la volonté de le faire, on continuera. Effectivement. Donc oui, pas d'épisode du coup hier ni la semaine dernière. Comme vous l'a expliqué Maxence, hier c'était dû à une panne de courant générale qui a touché toute la ville où nous habitons. Qui nous a un peu kéblo et empêché de streamer. Quant à la semaine dernière, eh bien Maxence, je te laisse expliquer pourquoi nous n'avons pas pu streamer la semaine dernière. Écoutez, c'était dû effectivement à une sorte de trou de verre spatio-temporel qui nous a fait oublier que nous étions jeudi et qu'il y avait stream. Donc non, mais concrètement c'était férié, j'avais prévu d'autres choses. Donc voilà, hein, je pense que j'ai le droit d'avoir une vie sociale, c'est marqué dans mon contrat et j'espère pouvoir toucher mes indemnités. Merci. Alors absolument pas, votre contrat stipule que votre âme m'appartient. Sur le jeudi de 13h à 14h effectivement. Tout à fait. C'est pour ça que du coup, par rapport à hier, je suis là, malgré le fait que j'ai forcément d'autres choses à foutre, mais je le fais toujours avec grand plaisir. Ça s'entend, ma foi. Non, mais après c'est juste la voix un petit peu, mais on va essayer de carry le truc. Effectivement, un petit peu de maladie qui te reste chez toi et que je pense que tu m'as bien transmis, qui est ce que moi-même je crois que je suis quelque peu enrhumé, espèce de bâtard. Mais on va pouvoir continuer. Ça fera plaisir, je pense, à la jante féminine, car ça ne peut que alourdir la virilité de ma voix. Et si des femmes nous regardent, accrochez bien vos culottes. Et Dieu sait qu'on est lourd. Tu l'as ou pas ? Ah, je l'ai. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, mon cher Maxence ? Nous allons parler du rapport privilégié qu'entretient le jeu vidéo et le monde du jeu de rôle. Une relation un peu tumultueuse, un peu une relation amoureuse d'une certaine manière, deux loisirs qui se tournent autour, qui s'inspirent l'un de l'autre, qui de temps à autre aussi diffèrent par bien des aspects, et se rapprochent sur plein de points différents. L'idée c'est un peu de faire le comparatif entre les deux, voir en quoi le jeu vidéo a pu nourrir le jeu de rôle, et inversement comment le jeu de rôle a pu nourrir et inspirer certains jeux vidéo qui sont sortis ces dernières années. Et voir aussi comment est-ce que ça se traduit chez nous, joueurs et maîtres de jeu, notamment en termes d'attente, en termes justement de comportement de jeu autour d'une table. On a souvent... le jeu vidéo est beaucoup plus présent aujourd'hui dans notre société moderne, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui passent au jeu de rôle papier, en ayant d'abord eu une expérience justement de gamers sur du jeu vidéo plus classique, ce qui entraîne un peu un certain nombre de comportements... quelque peu intéressant ma foi, sur lequel j'aimerais revenir. Non, mais du coup là on parle plus des gens d'aujourd'hui quoi, genre parce que je pense que beaucoup de personnes peut-être un peu plus âgées ont eu des expériences vachement plus situées sur le jeu de rôle papier avant de peut-être se diriger vers un jeu de rôle plus jeu vidéo ludique, parce que enfin pour moi c'est peut-être le fait que le jeu de rôle est perdu un peu en attrait, on va dire que c'était quelque chose d'un peu plus de niche, et que bah aujourd'hui des jeux qui proposent du coup des gameplays avec des graphismes vachement plus adaptés avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, plus des séries, tu vois, par exemple je pense en ce moment il y a Stranger Things qui est revenu sur Netflix et qui met vachement en valeur D&D. Ça peut relancer des gens sur de passer du jeu vidéo au papier quoi, clairement. Complètement. Du coup, pour commencer, je te propose déjà qu'on définisse un peu rapidement ce qu'est le jeu de rôle papier et ce qu'est le jeu de rôle en jeu vidéo. Enfin, qu'on ait une bonne base de départ pour entamer un peu cette discussion. Écoute, je te propose moi de définir un peu ce qu'est le JDR papier. Je te laisserai toi parler du RPG pour le jeu vidéo, si ça te va. Ouais, bah, pas de souci. Alors, le jeu de rôle papier, qu'est-ce que c'est ? On en a déjà moult fois parlé, c'est quand même le 3e numéro de cette émission. Si vous ne savez pas ce qu'est le jeu de rôle, en vrai, qu'est-ce que vous foutez là ? Mais je vais faire un petit rappel rapide. Le jeu de rôle papier, c'est donc ce loisir à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu d'expression théâtrale, le jeu de narration, où on se retrouve autour d'une table avec un groupe de joueurs et un maître de jeu afin de raconter une histoire.
Les joueurs interprètent des personnages avec un certain nombre de caractéristiques qui sont données par les règles justement du jeu, et vont essayer de raconter une histoire tous ensemble et de remplir un certain nombre de missions, franchir des embûches, résoudre des énigmes, afin de progresser un maximum dans l'histoire. Voilà un peu pour le jeu de rôle papier. Ça fonctionne évidemment beaucoup sur des mécaniques de jeux de société classiques, donc des jets de dés, des jeux de cartes potentiellement, mais pas forcément. Et la spécificité, c'est que contrairement à un jeu de société classique, il y a le côté interprétation. Les joueurs sont leurs personnages et essayent de s'exprimer ou de tenter de s'exprimer comme le feraient ces personnages dans l'univers dans lequel ils évoluent. Voilà, Ok. Et du coup, pour le... Merci, mon petit Kylian, pour cette petite explication très très claire et très limpide. Maintenant, moi, je vais vous parler plus du RPG, du coup, parce que ce sera plus dans ma sauce, effectivement. Là, on va vraiment se mettre notre petite casquette, Kylian et moi, de FJ, entre guillemets, mais ce sera plus le côté jeu vidéo que je vais vous présenter. Et bon, je pense que je vais essayer de rester très large là-dessus parce que le RPG, donc voilà, c'est un type de jeu qui est un peu le petit doudou, la petite Madeleine de Proust de beaucoup de gens. Donc on va toucher vraiment les omoplates, l'extérieur, on va juste se frotter les épaules. On va pas aller trop loin parce qu'on peut créer des débats, on peut créer des petites bizarreries, et donc je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, je resterai très large, dans le sens où le RPG, c'est l'abréviation de Role Playing Game. Donc on est sur des jeux de type aventure, et qui vont littéralement s'inspirer des RPG, de la manière en fait dont le RPG marche. Les principes sont à peu près identiques, mais du coup vous allez pouvoir incarner un héros ou un groupe de héros, et généralement vous allez avancer sur une quête principale avec des quêtes secondaires à effectuer. Il y a des systèmes de level, donc vous allez devoir gagner de l'expérience pour augmenter d'un côté le niveau de votre personnage, donc c'est statistique, et à côté aussi du coup son pool de sorts et de compétences, donc toutes les compétences inhérentes et les compétences passives que votre personnage du coup peut utiliser au fil de l'aventure. Et il y a plusieurs types de RPG qui peuvent venir à votre rencontre. Beaucoup de RPG tour par tour, donc où là du coup effectivement on va avoir la même séquence que D&D en jeu de rôle papier, où le tour par tour du coup chacun va faire son action définie, et tu vas avoir aussi des RPG du coup en jeu vidéo qui proposent du temps réel dans des mondes ouverts. Les possibilités sont pas quasi infinies, mais il y a beaucoup de choix aujourd'hui, il y a de très très gros noms à citer, mais que je ne citerai pas. Attention. J'adore Dark Souls. J'aurais plutôt cité Elder Scrolls en premier exemple, tu vois, de vraiment jeu monde ouvert avec un système de combat et d'interaction en direct. Je pense que c'est un peu le main, le principal représentant de cette catégorie-là. Oui, non, mais c'est bien, mais une fois que tu as grandi et que tu... Voilà, bref, non, je déconne. Pas m'aventurer dedans. Ça y est, ça dénonce. Ça dénonce. Oui, les premiers... Mais du coup, voilà, à peu près la différence, c'est que effectivement, là où l'imaginaire est nécessaire dans le JDR papier, le jeu vidéo, le RPG va venir vous driver, vous mettre dans une petite maison, et vous allez partir pour l'aventure sans trop réfléchir, entre guillemets. Faut juste apprivoiser la HUD, le gameplay, et c'est parti, mon kiki, quoi. Bah c'est ça, là en fait la principale différence, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, en termes de mécanique, en fait, on est assez proche entre un JDR papier et un JDR jeu vidéo, un RPG et un JDR. Les mécaniques sont quand même très similaires. Ce qui aujourd'hui fait la grande différence, c'est le côté, dans un jeu de rôle papier, vous n'avez pas d'interface visuelle. Tout se passe dans votre tête et dans ce que va raconter votre maître du jeu ou ce que vont raconter les joueurs autour de la table. Un jeu vidéo, littéralement, c'est à travers votre écran, vous avez un environnement en 3D ou en 2D, un environnement, on va dire, physique, pas que vous pouvez palper, encore qu'avec la réalité virtuelle aujourd'hui, on peut presque toucher ces univers numériques. Mais bref, on a un vrai support visuel, auditif et une immersion qui est beaucoup plus prégnante que dans un jeu de rôle papier. Mais ce qui est rigolo, c'est que historiquement, c'est quand même deux loisirs qui sont
qui ont un peu émergé au même moment, les premiers jeux vidéo et les premiers jeux de rôle, on part des années 70, quelque chose comme ça. Justement, dès les premiers jeux vidéo, il y avait déjà la volonté d'adapter le jeu de rôle papier au format jeu vidéo. Je pense à tout ce qui était jeu textuel, où littéralement c'était des blocs de texte avec un paragraphe, genre qui décrivait, je sais pas, un couloir de donjon où vous êtes un aventurier qui s'aventure dedans, et une question à la fin avec une sélection du type ouvrir la porte, faire demi-tour, tourner à gauche, tourner à droite, frapper à la porte. Et un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros, qui sont aussi un dérivé du jeu de rôle. Et c'est rigolo de voir que de ce point de vue, de ce point de départ-là, on arrive aujourd'hui à des univers totalement crédibles, on va dire, en termes de graphisme, si je puis dire, mais que ce fond commun, tu vois, cette relation entre jeu de rôle et jeu vidéo existe en fait depuis le tout début en fait de ces deux loisirs. Effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. Ça a émergé à peu près en même temps, donc et on voit en fait que le jeu vidéo a vraiment beaucoup avancé grâce à ça, quoi. Enfin, ça a donné lieu à de grosses licences qui aujourd'hui nous ont bercé d'une certaine manière. Non, complètement. Est-ce que toi, tu parlais de Dark Souls. Est-ce que comment est-ce que tu définirais, toi, ton rapport au RPG, justement, donc au jeu de rôle, au format jeu vidéo? Tu parlais de Dark Souls, peut-être que tu as un autre exemple en tête, mais comment est-ce que tu décrirais un peu ton expérience de joueur par rapport à ça, et en quoi c'est un peu différent de lorsque tu es autour d'une table, typiquement avec moi sur par exemple le jeu de rôle Warhammer, et que tu joues ton personnage de nain? Comment ça se passe, toi, quand tu es dans un jeu vidéo comme ça? Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. C'est euh, c'est dur à définir. J'ai l'idée en fait pour répondre à ta question, mais le fait de jouer autour d'une table avec des gens, il y a un petit côté, voilà, plaisir partagé, moment convivial, tout ça, et puis le fait de se voir en physique aussi, ça permet d'entretenir le lien avec les personnes et surtout pouvoir boire, manger, plein de choses comme ça. Les petits plaisirs simples de la vie. Comme comment? Les petits plaisirs simples de la vie. Exactement. Et en fait, c'est comme un apéro, comme une sorte de retrouvailles entre amis ou même entre personnes qui jouent dans le même univers. Alors que par exemple, une expérience sur un ARPG ou un RPG, genre, ça va être plus un moment intime, genre se retrouver seul à lire un bouquin ou je sais pas, se balader dans la forêt tout seul. C'est très bizarre de faire ça, mais genre, une sorte de moment intime en fait, où voilà, je me fais mon plaisir personnel. J'ai envie de jouer à quelque chose tout seul, m'immerger dans un univers, dans un rôle, dans un personnage seul. Parce que je pense qu'il y a des jeux, voilà, qui sont pas faits pour être partagés en fait, qui sont faits pour être apprécié voilà, tout seul pour l'immersion, parce que l'immersion n'est pas la même quand tu joues en groupe. Je pense que voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est plus l'immersion n'est pas du tout la même, et je pense que c'est important en tant que joueur d'avoir des moments pour jouer tout seul. Je l'ai appris au fur et à mesure, et par exemple il y a des jeux, je sais que je jouerais jamais si je devais jouer avec quelqu'un ou à côté de quelqu'un en fait. C'est juste, voilà, et c'est à moi, j'ai envie de jouer tout seul. D'accord. Ouais, il y a un côté un peu sanctuaire, un peu réconfortant, et c'est mon espace de jeu, c'est mon espace de liberté personnelle. Et puis c'est surtout pour entretenir l'immersion. Il y a des jeux qui sont pas vécus de la même manière. Je veux dire, la première fois que je sais pas, que j'ai vu un Orlando dans Dark Souls, je suis rentré dans cet énorme décor dans Dark Souls 1, et que voilà, genre, si j'avais été avec quelqu'un d'autre, si j'avais été distrait, si je sais pas, si genre ma mère avait passé l'aspirateur à côté, genre forcément je l'aurais été moins émerveillé, tu vois, genre
Et voilà, et du coup, c'est pour ça que je vous conseille tous de jouer avec un casque, hein, c'est très important. Et c'est là-dessus en fait où je pense que c'est hyper important, c'est genre de se trouver des petits jeux comme ça où tu peux en fait t'évader et partir. Je vais vraiment donner l'impression que j'ai une vie de merde à côté, mais c'est juste que voilà, j'aime bien l'immersion dans les jeux, c'est hyper important pour pouvoir accrocher et continuer un jeu vidéo. Donc ouais, c'est hyper important. Et l'immersion en groupe, c'est super aussi, c'est vraiment très bien. Mais c'est voilà, c'est comme oui, les deux faces d'une carte. C'est très différent, ouais. Mais très différent. complètement, ouais. Totalement. Non, ouais, c'est très très différent. Le côté immersion sur un jeu vidéo, sur ce côté personnel, investissement personnel, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire en jeu de rôle, ou très difficilement. Parce que c'est un jeu de groupe, déjà de base, et il y a le côté justement interaction sociale et presque dans la vraie vie d'être autour d'une table et de jouer à ce jeu, qui va créer tout un tas de distractions qui font qu'évidemment, on est entre guillemets moins immergé dans ce type d'univers. Mais du coup, l'immersion, comme tu le dis, se fait plus par un peu l'effort collectif, le fait justement d'interagir avec tous ces joueurs et d'être dans des moments où vraiment on joue presque. Je reviens encore une fois sur, c'est un peu mon sacerdoce, mais sur l'aspect théâtre et sur le côté interprétation. Ces moments d'immersion en fait sur un jeu de rôle papier se créent justement quand on joue presque de manière acteur ou comédien, où on interprète un rôle et que ça réagit avec les autres joueurs. On commence à interpréter, il y a une réaction de jeu qui est faite en face, il y a des enjeux qui commencent à se créer, et c'est là en fait que l'immersion se fait. Ce qui existe un petit peu dans le jeu vidéo, mais justement c'est un peu la limite du jeu vidéo en jeu de rôle, c'est un peu ce côté-là, c'est que certes on a un environnement visuel magnifique qui nous permet de nous immerger totalement dans cet univers-là, mais très vite on se rend compte que oui, ça reste quand même un espace numérique avec des personnages en fait qui ont été codés par des lignes informatiques et du coup qui sont très binaires en fait dans leur action et qui ne pourront pas tout faire. Il y a ce côté factice qui se retrouve très vite là où dans un jeu de rôle, vu qu'on a des humains entre guillemets en face de nous, on dépasse même largement ce côté-là. Ah, je suis d'accord. Après, aujourd'hui, maintenant, on tend au fur et à mesure à avoir des jeux qui, du coup, te proposent de plus en plus de branches dans l'histoire et de plus en plus de dialogues en fait débloquables selon les actions que tu fais. Ce qui est une bonne chose, mais ça doit pas non plus être l'argument en fait. Mais je pense qu'on s'échappe un petit peu de ce qu'on disait. Mais genre moi c'est quelque chose que je pense. J'arrête là-dessus. C'est qu'il faut pas que ça soit l'argument en fait du jeu vidéo parce que je trouve que maintenant beaucoup de jeux en fait se vantent là-dessus en disant bah, voilà on vous fait un jeu énorme, vous aurez le droit de dire bah, voilà je peux niquer qui je veux machin tout ça, savoir les impacts sur toute la. Et en fait au final on oublie bah, qu'un jeu à la base ça reste des codes et il faut que le jeu soit bien codé, que le gameplay soit solide. Et ce sont des bases en fait qui sont plus respectées et du coup qui s'éloignent en fait d'un côté comme de l'autre. Complètement. Donc oui, le jeu de rôle papier est supérieur en tout point là-dessus parce qu'effectivement les humains sont comment dire improbables et d'une certaine manière, il y aura toujours cette sensation de possibilité infinie. Mais tu peux pallier à ça parce qu'il existe des jeux de rôle sur ordi ou même tu peux faire via du coup des sites de jeux de rôle en ligne, des choses qu'on a dû utiliser pendant notamment les heures sombres de notre histoire lors de la Le Covid. confinement. Ouais. Tout à fait. Bah écoute, avant de passer à ce volet-là, je voulais revenir sur ce que t'as dit, sur un point important, je trouve, qui fait vraiment la différence, qui est une différence en fait fondamentale entre les deux loisirs que t'as évoqués, qui est l'objectif est pas tout à fait la même en termes de ce qu'on va considérer comme un bon jeu de rôle papier et un bon RPG jeu vidéo. C'est qu'en effet, un bon RPG jeu vidéo, avant d'être une bonne histoire, avant d'être un bon aspect narratif, il faut que ça reste un bon jeu. Ce qu'on cherche quand on joue à un jeu vidéo, quel qu'il soit, c'est la satisfaction par le gameplay, par les mécaniques de jeu, et le côté être récompensé et trouver plaisir là-dedans. Dans un jeu de rôle, c'est un peu différent, on va dire c'est l'inverse justement, le gameplay et les mécaniques de jeu sont quelque peu accessoires, et la satisfaction va plutôt passer par la narration et l'histoire qui va être créée tous ensemble. Mais du coup, j'ai presque coupé ta transition, mais on va réussir à revenir
Non, mais pas tel de un, souci. un petit go back, ma foi, un petit flashback. Tu parlais justement de certains types de jeux vidéo qui permettent en fait de créer un jeu de rôle en distanciel, en fait de reprendre des mécaniques de jeu de rôle et de le faire de manière numérique. On parle en fait là de tout ce qui est tout ce qui a été Roll20 et autres, donc ces fameuses tables de jeux de rôle virtuelles et les jeux vidéo qui ont pu utiliser un peu ce principe. Donc le principe c'est bah voilà, prenons la situation du confinement. Nous étions tous enfermés chez nous, nous ne pouvions donc pas nous réunir autour d'une table pour faire nos parties de jeux de rôle. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour pallier à ça? Eh bien, nous avons utilisé différents outils numériques, soit des tables de jeux de rôle virtuelles, soit directement des jeux vidéo, pour créer nos propres jeux de rôle à nous. Et le meilleur exemple que nous ayons eu, c'est Divinity Original Sin 2, que tu as eu la chance de masteriser pour nous et auquel j'ai pu jouer en tant que joueur, ma foi. Et là, nous allons pouvoir faire quelque chose d'incroyable afin de favoriser l'immersion de ce stream. Je vais pouvoir partager, ma foi, ton écran et ce fameux Divinity. Je m'en vais. Ouh. Attention, disparition, Ninja. Salut. Eh bien, ma foi, nous le voyons, nous sommes en direct, nous voyons ton écran de Divinity Original Sin 2. Alors, comment est-ce que ça se présente? Alors, attention, hein, ce n'est pas du tout un placement de produit, nous ne sommes absolument pas financés ou sponsorisés par ce jeu, c'est juste que on a eu la chance d'y jouer et que c'est plutôt je pense, un bon jeu pour se permettre de faire du jeu de rôle via une interface de jeu vidéo, mais en utilisant justement plus des mécaniques et un objectif de jeu de rôle papier, on va dire. C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a fait du coup du jeu de rôle sur Roll20, qui est une sorte de simulateur de jeu de rôle plateau, ce qu'on pourrait dire. Une sorte de où vous allez avoir des cartes avec des pions que vous allez pouvoir déplacer, ce qui va être le support pour le MJ en fait pour créer du coup l'univers et faire vivre les personnages et pour que les joueurs en fait puissent facilement en fait décrire où ils vont et repérer en fait les différentes choses à faire. Donc on reste sur vraiment une simulation du jeu de rôle papier. Là, avec Divinity et d'autres jeux qui le proposent aussi, on a en fait carrément un moteur graphique du coup qui nous propose un jeu vidéo avec des personnages, des possibilités en fait de les équiper, de les créer, de les mettre en fait à votre guise, pouvoir renommer, pouvoir créer des objets, leur donner ne serait-ce que voilà pouvoir les modifier le poids, leur histoire carrément et même leurs statistiques. Et en fait, c'est ce qui rend en fait ce jeu vraiment intéressant, c'est que on a vraiment sur la possibilité de faire un jeu de rôle D&D avec une gestion des combats par le jeu. Et ce qui est d'autant plus jouissif en tant que maître du jeu, c'est que vous pouvez en fait contrôler les monstres que vous allez faire apparaître. Donc du coup, vous avez vraiment cette sensation de créer un jeu de rôle D&D. Donc je dis bien D&D parce que effectivement, ça reste assez limité comme outil, c'est-à-dire que vous avez accès à un nombre de maps qui est pas très grand, Est-ce que qui tu sont peux assez petites. nous montrer justement un exemple de Ouais. carte côté MJ? Comment Je ça vais se vous présente? montrer. Hop, on va revenir du coup sur la petite partie on a pas terminé encore, mais du coup qui était un jeu de rôle en fait lancé pendant le confinement sur l'univers d'Elder Scrolls. Donc on était sur un univers RPG et du coup voilà le panneau de contrôle de MJ. Donc nous avons en fait en face de vous, vous avez du coup les petits héros qui faisaient partie de j'ai plus voilà, c'est bon. Qui faisaient partie de l'escouade que donc du coup le personnage de Kian était juste ici là, le petit Cliff, comme on appelle. Tout à fait. Et du coup comment est-ce que ça se démarre? Faut vraiment que je reprenne par contre les touches. Je t'avoue que hop là. Oh là là. Alors, faut que je retrouve la map. Excusez-moi, senior. T'inquiète pas, y a pas de souci. Mais du coup, ouais, on est un peu sur on est presque sur un
un truc idéal dans l'idée, parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre, du coup, ce qu'on souhaite faire sur un jeu de rôle classique, qui est créer une histoire tous ensemble, avec d'autres joueurs, et en même temps, on a tous les avantages d'un jeu vidéo d'avoir une interface visuelle qui permet une très bonne immersion. Les règles et les systèmes de combat sont plus ou moins gérés directement par le jeu vidéo, ce qui retire quand même une sacrée tâche pour le maître de jeu. Mais est-ce que pour toi, ce genre de jeu vidéo, justement, cette espèce d'intermédiaire entre le jeu de rôle et le RPG classique, est-ce que c'est un idéal, ou est-ce qu'au contraire tu te dis c'est bien pour ce que ça propose, mais c'est peut-être un peu limité sur certains aspects? En fait, je trouve que c'est très bien pour faire du coup des sessions de jeux de rôle avec un fil rouge. Donc, on parlait sur les anciennes époques, les anciens épisodes, pardon, on parlait du chemin de fer. Et bien là, typiquement, Divinity s'offre à ça. Enfin, genre, c'est clairement du chemin de fer qu'il faut proposer en fait dans ce type, parce que dans un jeu de rôle, en fait, jeu vidéo, ce qui est utilisé sur Divinity, vous pouvez pas faire autrement. Comme on vous l'avait dit juste avant, là du coup, imaginons, je veux créer une scène, euh, tac, on va dire bonjour Twitch. Twitch, je ne sais pas écrire Twitch. Ah là là, il ne sait pas écrire. Ah là là. L'illettrisme en France. Voilà, je ne sais pas écrire Twitch, c'est pas grave. Et bien, vous voyez que les cartes sont très très petites, hein. Par exemple, je vais prendre une carte qui semble assez grande, en fait, genre celle avec hôtel. Hop, je vais la charger. Hop, et du coup, bah, vous avez le point de départ des héros qui est ici. Mhm. Et bah, en fait, on a une salle en fait qui est relativement petite, mais on peut y faire beaucoup de choses. Et du coup, vous avez l'espace en fait nécessaire pour faire des combats ou alors des séquences plus d'investigation, mais du coup, vous n'aurez pas cette sensation voilà, vos héros vont parcourir toute une forêt, machin. Donc, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de narration. Hmm. Et c'est là en fait que je trouve le gros défaut arrive, c'est que bah, les gens, une fois qu'ils sont ici, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de courir partout. Ils sont dans un jeu vidéo et du coup, bah, c'est compliqué de leur dire bah non. Je mets le jeu en pause, comme ceci, et vous allez écouter ma narration. Donc il y a une sorte de Hmm. petite frustration que j'ai pas réussi à endiguer parce qu'effectivement les gens ont envie de jouer, mais on reste quand même dans un jeu de rôle en fait. Donc Hmm, hmm, c'est hmm. cet équilibre-là que j'ai pas réussi à trouver, tu vois. Bah, c'est compliqué, hein, parce que du coup, toi tu étais maître de jeu et moi j'étais joueur sur cette partie-là. Et c'est vrai que même moi, côté joueur, il y avait ce côté frustrant de se dire mince, on a envie de le faire, on a envie de le jouer en fait comme un jeu vidéo classique. C'est-à-dire vraiment, comme tu le dis, courir partout, interagir avec tout et n'importe quoi. Et en fait, très vite, en tant que joueur, on se rend compte aussi des limites du système, je dirais, du système, en fait, de l'univers en fait, numérique qui est devant nos yeux, qui a des limites, comme tu as dit. C'est quand même un espace limité déjà, la salle est plus ou moins petite. Ouais. Certes, on peut interagir avec beaucoup de choses, mais pas avec tout. Et du coup, et en plus de ça, il y a toutes les contraintes liées au fait qu'on joue en groupe. Donc, on peut pas, va falloir faire attention à lorsqu'on agit, qu'on n'empiète pas en fait sur l'action des autres joueurs. Donc ouais, il y a un côté frustration de ce qu'on pourrait penser comme un espace de liberté absolue, comme devrait l'être le jeu de rôle, ou comme un jeu vidéo peut-être plus classique. En fait, on ne l'a pas vraiment. En fait, au contraire, on doit un peu se restreindre en tant que joueur, de se dire non. Je peux pas me permettre de traverser la salle en courant pour taper directement sur le boss ou récupérer, je sais pas, le trésor qui est par terre. Non, non, non. Il faut que je me déplace lentement, que potentiellement je pose des questions à mes autres compagnons de jeu, et que je laisse le maître de jeu décider de faire la description de ce qui se passe. C'est C'est ça. clair. Pour illustrer un petit peu le propos, par exemple, vous avez vos héros qui viennent d'arriver ici. Imaginons que j'avais décidé de mettre du coup à ce niveau-là un coffre. Donc je prends n'importe quel coffre, je le mets à peu près ici, tac, et que en fait à l'issue de ce coffre, au niveau, je sais pas, par exemple, je peux prendre une créature, n'importe quelle, mais je sais pas, genre, par exemple, il y avait une limace de feu qui était planquée.
Juste derrière, à l'issue, en fait, si les gens venaient, là, elle est désactivée parce que du coup, hop, voilà, les joueurs ne peuvent pas la voir. Moi, Et je la là, elle vois, vibe. Vous voyez, elle est en train mais de du danser coup, sur elle est place. complètement cachée. Et à l'issue, en fait, je peux me mettre une petite note. Hop, euh, tac, 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 petite note, petite note. Où te trouves-tu? Je sais plus où je mets ça. Ah, les joies du. Les La joies redécouverte. d'avoir été un peu trop tard. Bref, je peux me mettre une petite note ici. Voilà, oui, c'est ça, excusez-moi, le sticky. Voilà, Un petit voilà. post-it. Et en me disant, tac, effectivement, attention, le coffre est gardé par une limace de feu. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est une note que mes joueurs ne voient pas, qui moi va pouvoir me servir. Et effectivement, si le joueur ici décide de s'approcher, je vais déclencher du coup la rencontre Mhm. et du coup, le combat va se dérouler au fur et à mesure. Hmm. Mais, mais bon, là, du coup, je crois que je suis en mode tout le monde est gentil. Le mode Donc, pacifique. ta, 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 ta. Ah non, c'est que d'accord, ok, c'est en mode. Et du coup, bah voilà, vous avez effectivement le truc de la personne est arrivée, donc forcément, elle voit le coffre, elle se rue dessus, la rencontre se crée, et en fait, j'ai même pas eu le temps de narrer l'arrivée dans le truc, le fait que Mhm. au fond, il y avait un énorme trône où vous pouviez voir une statue représentant la divinité de je ne sais pas quoi, et c'est ça en fait qui est très frustrant, c'est que toute la narration que vous faites, qui est du coup qu'elle est ici, donc dans des vignettes que vous pouvez en fait éditer et envoyer à vos joueurs, et ben elle va être squeezée en fait Ouais. parce que les joueurs sont dans une sorte de bac à sable en fait et du coup ah ouais, si je touche là et qu'est-ce que ça fait à ma merde un dragon et je suis mort hein. Donc compliqué quoi, très Ouais, compliqué. le rythme en fait en prend un sacré coup quoi. C'est que t'es obligé du coup d'interrompre presque constamment ce que font les joueurs pour raconter en fait l'histoire quoi et continuer la narration du jeu de rôle. Parce que sans ça, ouais, comme Voilà. tu dis, en fait on fait là on parle d'expérience tous les deux, mais en fait on fait littéralement n'importe quoi. Le nombre de parties qu'on a fait justement sur cette campagne de jeu de rôle sur Divinity, où pareil on arrive dans un lieu, typiquement dans des grottes obscures, où il y a des tombes en T, où il y a visiblement un coulis de lave, n'importe quoi, une coulée de lave au fond de la crevasse. Oui. Évidemment, vous pouvez être sûr, normalement, je dirais sur un jeu de rôle papier classique, le maître de jeu fait la description de l'endroit, tout de suite on se dit bon bah il y a de la lave, potentiellement peut-être qu'on jette un coup d'œil voir s'il n'y a pas des monstres magiques qui vivent à l'intérieur, mais voilà, ça s'arrête là et on va se dire ok très bien, mon aventurier va essayer de se déplacer le plus loin possible de la lave. Dans La Divinity, fameuse. évidemment, que s'est-il passé? Je vois de la lave, je clique partout parce que je suis dans un nouvel endroit où je peux me déplacer, et on me redonne de la liberté. Évidemment, le joueur a plongé la tête la première dans la lave, et étant donné que le jeu est plus ou moins bien fait, bah comme dans la vraie vie, c'est-à-dire vous plongez dans de la lave, bah il reste Ouais, plus grand chose de instantanément. vous quoi. C'est ça, c'est ça. Vous mourrez instantanément. Donc là, voilà, je vous montre les lieux du coup de l'incident, effectivement. Le lieu du crime. Et en plus de ça, je crois que ça a été provoqué ailleurs, ce qui fait que il y a une rencontre ici avec un Atronac qui aurait pu se déclencher, mais qui n'a pas été faite. Mhm. Euh, bon, là, on voit les vestiges des araignées qui ont été décimées par le Massacré. groupe au fur Yes. et à mesure. Mais du coup, c'est à ce côté très satisfaisant en fait, de manière générale, ce jeu, parce que vous construisez un monde, vous voyez vos joueurs évoluer au fur et à mesure, vous pouvez vous mettre en fait de petites aides pour pouvoir du coup faire la narration, mais d'un autre côté en fait ça reste en fait une sorte de garderie parce que vos joueurs en fait se mettent dans l'ambiance jeu vidéo
Et en fait, je reviens en fait sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas pareil en fait quand on joue un jeu de rôle entre amis et un jeu de rôle jeu vidéo, parce que même si vous avez la sensation ici d'être avec d'autres joueurs, bah, vous êtes chez vous, vous êtes pépouze, vous êtes dans votre canapé ou dans votre bureau, et vous jouez à un jeu vidéo dont vous avez envie que personne ne vous dicte ce que vous avez envie de faire, et vous voulez jouer. Et voilà, c'est ça le truc. Allez, à redéfinir. Après, c'était une première fois. Les premières fois, ça se passe toujours pas très bien, comme j'aime bien le dire. Mais franchement, c'était une expérience rigolote. Après, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, mais l'outil, de manière générale, est très bien. Vous pouvez avoir une map du coup qui vous permet en fait à vos joueurs de regarder un petit peu où ils sont, pour pouvoir s'y retrouver, faire des moments de narration du coup pour traverser les différents spots, révéler au fur et à mesure les endroits où les gens vont. Donc c'est-à-dire que là par exemple mes héros du coup étaient dans les montagnes de Valus et seraient arrivés au niveau des éboulis. Donc du coup hop, une fois que je suis là, genre j'édite, je publie à mes joueurs et je leur montre du coup vous arrivez aux éboulis. Donc là on y va, c'est parti, parce que du coup tout ce qui est transparent n'est pas visible par les joueurs. Les notes du coup qui vous permettent de vous y retrouver et aussi de permettre de faire de la petite narration, ce qui est du coup le b.a.-ba du MJ d'une certaine manière, et toutes les scènes en fait, la possibilité de créer des scènes à l'infini, dans l'ordre en fait du coup où vous voulez, et de pouvoir éditer du coup la plupart des PNJ que vous allez rencontrer, de leur donner vie, les faire parler, et de créer aussi des situations de choix pour vos joueurs. Donc c'est à dire que là effectivement mes joueurs du coup devaient sortir de la grotte et arriver face à cette énorme créature, et à l'issue du coup au moment où ils la rencontrent, je leur publie une petite vignette de narration dans l'idée. Et un peu de narration, des choix qu'ils peuvent faire au fur et à mesure, et des choses qu'ils peuvent dire, enfin pour pouvoir interagir avec eux. Okay. Et ça c'est plutôt cool. Maintenant effectivement c'est pas évident quoi. C'est vraiment pas évident. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des limites et des intérêts de ce type de jeu vidéo qu'est Divinity. On a fait aussi un peu le tour de en quoi justement jeux vidéo et jeux de rôle étaient à la fois très similaires, en même temps très différents dans leur manière non pas d'interagir, mais je veux dire dans leur manière d'être joué et d'être vécu. Après, je dirais pour conclure, Divinity est quand même un bon moyen, si vous avez un peu de temps et d'investissement, parce que t'en as pas parlé, mais ça demande quand même beaucoup de préparation pour un maître de jeu qui utiliserait justement Divinity pour faire une campagne de jeu de rôle. Il y a quand même toute une partie création de cartes qui prend beaucoup de temps. Ouais. Mais si vous avez du temps et la motivation, ça peut être une bonne manière en fait de faire du jeu de rôle avec des gens qui potentiellement que vous connaissez, qui seraient potentiellement intéressés pour jouer avec vous, mais qui peut-être en termes d'investissement, de capacité à s'immerger dans de l'imaginaire en fait, sans avoir un support visuel, bah justement avoir cette solution là, ça peut être l'idéal quoi. Et en plus il est pas très cher, et il y a des soldes potentiellement sur ce jeu. Et il y a des soldes. Après du coup effectivement, comme je disais, l'outil est assez limité. Il y a la possibilité de construire ses propres maps, mais là ça demande vraiment des grosses connaissances en codage, hein, clairement. Genre, moi j'ai essayé de regarder, c'est impossible. C'est vraiment impossible si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas fait des études là-dedans, clairement. Et du coup, c'est un bon outil pour essayer. Il y a plein de choses à faire en tant qu'MJ. Beaucoup de choses à faire. Du coup, gérer ces personnages. Gérer la musique, gérer les rencontres, tous les petits paramètres, parce que vous allez toujours avoir des couilles, donc pouvoir être capable de pouvoir rattraper les choses, donc bien connaître le truc sur le bout des doigts, et faire très attention à ce que vos joueurs ne se perdent pas, pour qu'ils ne touchent pas le mauvais bouton, la mauvaise mauvaise trappe, et là terminé, tout explose quoi. Tout à fait.
Mais sinon, moi, beaucoup de plaisir, je le conseille pour commencer, et puis peut-être se tourner après. Là, j'ai des visions là sur un petit jeu du nom de RuneScape qui sera du coup un petit peu plus dans le modèle Roll20, donc vraiment jeu de plateau, mais avec des possibilités d'animation un peu plus poussées, mais pas forcément non plus trop libre comme du coup Divinity. Donc peut-être le bon compromis en fait pour jouer au jeu de rôle Tout à fait. Ouais. sur ordi. Mm, mm, mm. Puis peut-être à voir aussi si Baldur's Gate nous propose un En mode mode création, Game Master un tout à fait. jour, Mm, 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 quand il mm, sortira, Inch'Allah, mm, mm. de, de l'alpha. Un jour, peut-être, on espère. Ouais. Salut The Gills. Oui, effectivement, le jeu là qu'on montrait à l'écran était Divinity Original Sin 2. Et là, ce dont parlait Maxence, c'était effectivement RuneScape, que nous n'avons pas eu la chance encore de tester, mais qui nous fait un peu de l'œil, justement, pour nos peut-être éventuelles futures campagnes de jeux de rôle. Alors, attends. Alors, RuneScape, je crois que j'ai fait un mistake. RuneScape, je suis complètement sous. Ce n'est absolument pas ça. Vous êtes totalement trompé. C'est mensonger. Ouais, Vous êtes fake news, c'est attention, ça? attention. Je crois que je me suis trompé. Non, c'était un MMORPG, pardon. J'ai eu un. Comment on dit? Un langage fourché. Un Ma pet langue cerveau, fourché, on appelle ça. c'était absolument pas RuneScape. Ça s'appelle Talespire. D'accord. Ah oui, oui, ok. Excusez-moi. Talespire, qui est un jeu en alpha encore sur Steam, et qui du coup propose l'expérience du coup jeu de rôle papier, mais avec des animations, des petites animations de jet de dés, Hmm. vraiment des pions qui bougent comme des pions que tu bougerais en IRL. Et vraiment, il me fait de l'œil ce petit truc, parce qu'en plus, il y a une petite patte graphique assez rigolote. Tout à fait, ouais. Il y a un truc très à l'ancienne, en fait, c'est vraiment littéralement un jeu de plateau, mais au format numérique, au format jeu vidéo. Donc ouais, il y a ce côté très un peu satisfaisant pour les vieux joueurs tels que nous, qui sommes un peu les boomers là-dessus. Effectivement. Oui, Neverwinter Night, effectivement, qui fait partie, je crois, de la série des Baldurs, si je dis pas de bêtises. Qui possédait ouais, un mode création. Et du coup, la question se pose pour le dernier en date, Baldur's Gate 3, est-ce qu'il y aura un mode création, un mode maître de jeu également, comme il l'avait fait pour leur précédent jeu. D'accord, c'est bien dans le même monde, ok. Ouais, C'est ça. good to know. Bah écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus, mon cher Maxence, sauf si tu as des choses à ajouter, ou peut-être que vous avez des questions dans le chat. Ma foi, de toute façon, dans le pire des cas, vous avez toute la rediff qui sera disponible sur Twitch pendant un certain temps, mais qui est après sur YouTube et en format podcast. Même si à mon avis, je vous encourage plutôt à regarder la rediff en vidéo, étant donné qu'on a un peu montré l'interface de Divinity Original Sin 2, donc en audio, ça va être un peu compliqué de comprendre cette partie-là. Ouais. Mais ouais, Baldur's Gate n'avait pas de mode création, en tout cas, pas sur les précédents opus. Et pour le 3, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être que... Non, c'est pas le cas. C'est pour ça que j'attends avec grande impatience qui peut-être l'ouvre ou pas, mais ce serait vraiment très cool. Mais si jamais il n'y a pas plus d'infos là-dessus, je pense que Talespire, je tenterai quelque chose dessus. Après, évidemment, ça implique de faire acheter le jeu aux gens qui veulent jouer avec toi, donc voilà, ça c'est une autre affaire. Et oui. Eh bien, écoute, ma foi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour l'instant. C'est ça. Mais du coup, dernière question avant de partir, mais c'est chose, ce genre de jeu un peu bourrin, enfin axé sur les combats, je suis d'accord. C'est vraiment axé sur vraiment du D&D, hein, vraiment, tu vas dans un donjon, tu pètes la gueule à des mobs pour aller chercher un trésor. Mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire, qu'on peut faire de l'investigation, qu'on peut faire des séquences vraiment de discussion, et il y a moyen de faire des trucs.
Complètement. Ce sera moins satisfaisant ouais, sur le côté interaction le côté interaction sera sans doute moins satisfaisant sur un jeu vidéo comme celui-là, mais il y a peut-être moyen de pallier. Après, c'est ces deux médias et ces deux loisirs, c'est un peu la grosse différence, quoi. Sur un jeu vidéo, ce sera plus simple de récompenser des actions justement de combat et des mécaniques de jeu fondées là-dessus que des interactions sociales. Là où sur un jeu de rôle classique autour d'une table, c'est plus facile de récompenser et d'être satisfait d'un dialogue fait avec un autre joueur ou avec le maître du jeu qui interprète un PNJ. Alors que sur justement un jeu de rôle format jeu vidéo, bah il y a un peu ce côté on casse le rythme, il y a le côté distanciel aussi qui fait que c'est moins satisfaisant. Voilà. Et moi, pour conclure là-dessus, jouer au jeu de rôle, de manière générale, hein, clairement, ça reste un peu le sang de cette émission. Le sang de la veine. Jouer au jeu de rôle, que ce soit du coup en papier, mais essayer du coup. Moi je conseille Roll20, hein, c'est très très bien pour jouer à distance. Après t'as plus utilisé cet outil-là, donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça donne accès à des très bonnes parties en distanciel, c'est très bien. Et après voilà, il faut trouver son plaisir, donc plaisir coupable seul ou plaisir à plusieurs. Écoute, ce sera le mot de la fin, ma foi. Je n'en dirai pas plus sur Roll20 et sur justement les tables virtuelles, parce que je pense qu'on fera peut-être une émission dans le futur sur ce sujet-là. Ok. D'ailleurs, il y a plusieurs sujets d'émission en préparation que j'ai un peu notés. Pour l'instant, j'ai pas encore fait le choix, donc on peut pas vraiment vous teaser ce dont on va parler. Parce qu'il va falloir que je consulte mon cher camarade Maxence pour savoir de quoi on va parler la prochaine fois. Effectivement. Mais du coup, on vous dit rendez-vous jeudi prochain, à 13h, pour le nouveau numéro de Tales from the Dice. En attendant, vous pouvez nous retrouver du coup sur les rediffusions et sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour avoir quelques informations. Et moi, d'ici là, je vous souhaite de vous porter bien, de jouer au jeu de rôle si vous avez l'occasion, et de profiter un peu du soleil qui se lève sur ma gueule. Effectivement. Prenez soin de vous et on vous dit à jeudi. Si vous le voulez bien, ma foi. Des Zoubix.